Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que, au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobale était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc, faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Alors, Monsieur Meka. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'à l'époque, lorsque Aristide Mono tient ce propos face à Meka, Bibou Nissak et le professeur Alain Foguet viennent d'être condamnés à 7 ans de prison. Vous aurez constaté qu'à cette époque-là, Madame Aïdjo vivait encore, puisqu'elle a été citée dans cette petite sortie coup de gueule à André Meka. Il faut dire que par la suite, Maman Aïdjo doit mourir et serait également enterrée auprès de son mari, très loin de la terre qui les a vus naître et qu'ils ont eu le plaisir de gouverner en magistrature suprême de 1960 jusqu'en 1982, soit 22 ans de magistère en tant que président de la République. Mais lorsqu'il est venu le moment pour que l'histoire me fasse oublier d'eux, eh bien, c'est passé comme une lettre à la poste. Et Aristide Mono fait bien de rappeler à André Luther Meka que tout est éphémère et que la dictature n'a pas d'amis. Et là, c'était le cas de Marafa Amidou Yaya et un certain nombre de ponteurs qui étaient fidèles, zélés
à M. Biya, mais lorsque la phase furieuse de la dictature se retournait vers eux, bien, il n'y avait plus pratiquement rien à faire. Le professeur Messanga Nyamdi sur Vision 4 a également voulu s'intéresser sur les proches collaborateurs du chef de l'État et je vous laisse avec sa sortie de ce côté-là. Et il y a les alliés du RDPC. Parce que vous savez, le trucage politique consiste parfois à dire que, écoutez, le RDPC a gagné. Mais quand vous allez faire une petite étude épistémique, vous savez, l'épistémologie, c'est la capacité à repenser les rationalités, regarder les vérités. Mais vous allez vous rendre compte que, mais attendez, aux élections présidentielles quand même, mais le président Paul Biya a 47% grâce au Grand Nord. Et le Grand Nord, c'est le pôle où il a reconstitué le grand parti de l'UMC. Parce qu'en réalité, cette reconstitution, c'est qui? C'est Belouba Magari, qui est à l'UMC. C'est Issa Chirouma, qui est à l'UMC. C'est Moustapha Amadou, qui est à l'UMC. Et le grand Dakole d'Aïssala, qui à une époque a été à la Sotuc. Alors, après avoir éliminé Aïdjo du jeu de la mobilisation unique, vous savez, au nord à Garoua, je ne vais pas les citer, des gens qui dénigrent Aïdjo, des gens qui ne peuvent même, beaucoup de nordistes, même comme les maladies, ne parlent plus d'Aïdjo. Moi, j'ai été reçu, je vous fais une révélation, exclusivité votre émission. Pendant 2 heures de temps par Belouba Magari, le ministre d'État, son patron. Ce livre-ci, nous en avons parlé. Je m'abstiens pour des raisons de réserve. Je dis tout ce que j'ai échangé avec ce grand homme Belouba Magari. Il ne parle plus d'Aïdjo par traîtrise. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, je vous suis. Je vous explique que l'enjeu, hein, écoutez, ne perdons pas les émissions. Tout ce que vous entendez là, le bavardage, écoutez, moi je suis là pour travailler pour que les Camerounais comprennent enfin la politique. Ce qui se passe, c'est que 2 enjeux. Paul Biya, qui peut ne pas se représenter, et là, mais le Nord, c'est dit après tout, c'est nous qui avons donné la dernière grande victoire au président. Parce que si on prend le RDPC en tant que structure politique unique, mais le RDPC a été battu dans beaucoup de zones dans le Grand Sud. Le RDPC ne contrôle pas le Noun. Le RDPC ne contrôle pas la Sanaga maritime. Le RDPC à lui tout seul ne contrôle même pas la Leké, mon village maternel où Bédjigui partage la place avec quelqu'un d'autre. Le RDPC ne contrôle pas Ezeka ou Kabrabi et le RDPC ne contrôle pas Douala. Qu'est-ce qui fait la force du président Paul Biya? S'il ne se représente pas, je vous explique pourquoi vous voyez cette fragilisation d'un système où il faut que je vous le dise. Paul Biya est très affaibli par ses collaborateurs. Ils sont faibles pour la plupart. Ils l'utilisent pour exister. Mais ce n'est pas des hommes politiques pour la plupart, non? Écoutez-moi, écoutez, vous savez, je sors d'un cadre de réflexion. J'étais au monastère, j'étais à Lourdes, j'étais à Cizé. Dieu je suis redevenu, mais regardez comment je suis bien. Et à partir de là, je peux vous dire que le président Paul Biya a une très grande faiblesse autour de lui. Ce sont ses collaborateurs apolitiques, mais qui occupent des postes de pouvoir et de décision. Ben voilà. Alors donc, je voulais donc ici vous dire que 2 acteurs, ne nous perdons pas. Premier acteur, un président qui voit s'il peut partir. Je voudrais vous rappeler qu'il ne l'a jamais dit dans un discours en 40 ans. Que je verrai si je pars ou si je continue. Maintenant, si je continue, l'enjeu est que est-ce que Paul Biya peut être battu? Vous allez voir que sur les starting blocks, il y a ce que j'appelle la grande clientèle politique. Ces alliés de l'UNDP, dont ce monsieur qui joue au malin et qui sait qu'il mange grâce à Paul Biya, il est au gouvernement. Et vous avez de l'autre côté Issa Chirouma, mon ami, qui sait qu'il est ressuscité grâce à Paul Biya. Vous avez également Moustapha Amadou. Et vous allez voir que autour de ce que j'appelle la clientèle politique, des postes de pouvoir, des fonctions de pouvoir et de décision, personne n'ose parler. Personne n'ose même dire que est-ce qu'on doit continuer à le soutenir. Tous disent qu'ils doivent se représenter. En contradiction avec la volonté de mon maître, qui arrive et qui leur dit attention, je peux partir. Il dit non, tu ne pars pas. Vous voyez que Paul Biya est tenu par le maillot. Il est pris en otage. De part et d'autre où chacun se dit, s'il part, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que la plus grande faiblesse, quand on parle de Paul Biya, c'est certains collaborateurs, bandits, voleurs, escrocs, détourneurs de fonds, prisonniers virtuels, etc. C'est une réalité connue. Si Paul Biya n'est plus là, ils sont morts.
Bien, maintenant de l'autre côté, il y a les rentiers même de son parti. Et regardez ceux qui tiennent son parti, dans leur propre fief même. Prenons le Grand Ouest, ils sont impopulaires. Jean Coué ne peut pas tenir à l'Ouest. Je le connais. Et puis ils ont déformé, transformé seulement cette affaire ce sous-secrétaire du comité central à une espèce de gouvernement bis, avec des oligarques politico-administratifs qui n'écoutent que les ministres d'État, les X, les Y. Malheureusement, je termine. Non, vous